À l'heure où les soldats français quittent le Tchad, est-ce que cette affaire n'illustre pas le rejet de la France en Afrique? Il faut dire que les propos récents d'Emmanuel Macron, qu'on évoquait avec vous, David, n'ont pas du tout plu aux Africains. Écoutez. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. S'il avait voulu mettre de l'huile sur le feu, il ne s'en serait pas pris autrement? Très sincèrement, au moment où unilatéralement, il est vrai, on a le Sénégal et le Tchad qui nous mettent dehors des bases françaises qui ferment dans la période des fêtes de fin d'année, on a un président de la République qui ouvre sa séquence diplomatique l'année 2025 par ce type de déclaration. Moi, pardon, mais quand j'écoute Emmanuel Macron avoir ce type de propos sur l'ingratitude des Africains, ça me fait repenser à la conférence, aux propos qu'il avait tenus à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2017. Vous vous souvenez des propos maladroits où il avait plaisanté comme ça d'un trait d'esprit. En bras de chemise. En bras de chemise, exactement. Il avait plaisanté d'un trait d'esprit devant des étudiants de l'université à Ouagadougou sur le fait que le chef de l'État serait parti réparer la climatisation. Ouais. Moi, pardon, mais je vais être trivial. J'ai l'impression de voir OSS 117. J'ai l'impression de voir un président de la République qui a un logiciel de gestion de l'Afrique et de compréhension de ce qui s'y passe, qui n'est pas actualisé. Alors certes, du côté de l'Élysée, on aura beau jeu de nous dire que, parallèlement à ça, la France se fait certes virer dans son précaré francophone historique, mais prend pied au Nigeria, la première économie africaine, reprend pied en Éthiopie, au Kenya. Mais enfin, je veux dire, c'est un désaveu majeur pour la diplomatie française au Sahel, et il ne suffira pas de dire que depuis 2013 nous avons bien agi, parce que précisément les dirigeants africains, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au premier chef, nous dira mais pardon, mais c'est qui avait déstabilisé la région en renversant Mouammar Kadhafi en Libye? Vous étiez aussi à l'origine de cette déstabilisation-là. Donc je veux dire, dans la série comme ça, des responsabilités, de la manière dont on se renvoie les responsabilités et dont on fait comme ça monter une tension entre la France et l'Afrique, les propos d'Emmanuel Macron m'apparaissent mais complètement décalés. Un logiciel d'une autre époque, c'est exactement ce que reproche le président tchadien au chef de l'État. Écoutez. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Ça montre le sentiment anti-français qui ne cesse de monter, hein. Bien sûr, et puis le président tchadien, il faut rappeler que c'est le fils de l'ancien président Idriss Déby, qui était un grand allié de la France, et notamment sur le plan militaire, et qui a participé à toutes les opérations que nous avons menées depuis 2013. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par Antoine. Je pense que ce n'était pas la peine, effectivement, pour reprendre votre expression, de mettre de l'huile sur le feu. Maintenant, ce qui est exact, c'est que la France, avec l'opération Serval, a quand même empêché des colonnes de djihadistes de descendre sur Bamako et de s'emparer du Mali à l'époque où c'était un État failli. C'est vrai qu'ensuite la France, avec l'opération Serval, non c'est le contraire, c'était d'abord Serval, puis ensuite Barkhane, a permis une coopération, puis ensuite dans le cadre des G5 Sahel, avec tous ces États, de lutter contre le djihadisme. Maintenant, ne nous cachons pas les choses. C'est vrai que tous les présidents qui arrivent au pouvoir arrivent en disant c'est fini la France-Afrique avec moi, et ça remonte à 25 ans, ça remonte à Jacques Chirac. Vous allez voir, on n'interviendra plus dans les affaires ouest-africaines, c'est fini les émissaires des pays africains qui passent par la grille du coq, vous savez, c'est la grille, la petite porte discrète de l'Élysée avec des valises pleines de billets. C'est en partie vrai, mais sur ce qui est exact, c'est que la France a totalement perdu son influence en Afrique, et ça remonte non pas à des semaines. C'est vrai que là, en ce moment, la situation française, la dissolution et la faiblesse de l'exécutif a sans doute un petit peu joué et a sans doute un petit peu accéléré le fait que le Sénégal et le Tchad aient rejoint le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le fait d'expulser les armées françaises. Mais en réalité, la France perd des
points et des pions sur l'échiquier africain depuis des décennies, et nous sommes remplacés par des puissances, nous le savons, on a beaucoup parlé de la Russie sur le plan militaire, notamment par la société de mercenaires Wagner, mais il y a aussi la Chine qui depuis 30 ans prend des parts de marché, et vous avez beaucoup de nouveaux États, de nouveaux entrants, je pense à la Turquie, je pense aux États du Golfe, je pense à l'Inde, qui grâce à une diplomatie politique, économique, à un soft power, s'implante et fait que la France perd évidemment en influence, et aujourd'hui est très, je veux dire, très très mal vue. Et alors c'est vrai que le même ressort, pour terminer là-dessus et pour rejoindre le débat précédent, c'est vrai que c'est un peu le même discours que l'Algérie, en disant c'est l'ancien colon qu'on met dehors, en exploitant évidemment le sentiment populaire. Mais il y a quand même des dynamiques et des dimensions spécifiques à l'Afrique de l'Ouest qui montrent que, voilà, malgré le fait qu'on ait quand même perdu, il faut le dire, des dizaines de soldats dans l'opération Serval qui ont été tués par des djihadistes locaux, et notamment par Al-Qaïda au Maghreb islamique et à ses affidés, voilà, la France aujourd'hui a totalement perdu la main sur ces pays et en termes d'influence diplomatique et politique. Rachel Binas. Alors le sentiment, ce qu'on appelle le sentiment anti-français, il est à relativiser. Non pas qu'il n'existe pas sur place, et on voit ces chefs d'État qui ont pour modèle, vous l'avez dit, notamment la Chine, très influente, la Chine qui représente à la fois un modèle économique fort avec une absence de démocratie, et qui séduit aussi peut-être certains gouvernements africains, très discrètement, bien sûr, avec un soft power, mais incroyable. Ça va bien sûr de l'Algérie jusqu'aux Comores pour y avoir été. C'est même impressionnant à quel point l'installation est faite avec ce soft power qu'on connaît. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Africains n'ont jamais été africains au sens subsaharien plus maghrébin. Le continent africain n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir rejoindre l'Europe et notamment la France. Ça peut paraître paradoxal. La première nationalité, pour faire un lien encore une fois avec le sujet précédent, la première nationalité à arriver par la Méditerranée via l'Espagne en France, ce sont les Algériens. Donc on observe une espèce de décalage entre un sentiment anti-français qui est aussi utilisé par certains gouvernements en place, qui préfèrent bien sûr accuser un ennemi extérieur plutôt que regarder un petit peu ce qu'ils font pour leur propre population. Et à côté de ça, un peuple qui, lorsqu'il se trouve, on va dire, perdant d'un régime, considère que son avenir et son futur peuvent se trouver sur le continent européen et notamment en France. Mais constatez, juste en un mot, que les opinions africaines sont sensibles à cette propagande sur cette manifestation du moment, et vous avez depuis des années des manifestations anti-françaises où on brûle les drapeaux français, ce qui était quand même beaucoup plus rare il y a encore quelques années. Alimenté par la propagande russe de Vladimir Poutine. Frédéric Delpech. De manière assez simple, c'est aussi tout simplement des changements géopolitiques, à savoir que les dirigeants et les responsables africains, avec d'ailleurs une grande instabilité politique en Afrique qui est quand même de plus en plus manifeste, choisissent des nouveaux partenariats économiques, politiques. Parce que ce soit les Chinois ou les Russes, ils n'exigent pas en contrepartie d'une aide économique ou d'une implantation économique des contreparties politiques. Ce qui était le cas de la France-Afrique. C'était un deal, en quelque sorte. On aide économiquement le pays, mais en échange, il y a un retour sur investissement politique et des exigences qui étaient posées par la France à un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, les Chinois n'ont pas ces états d'âme. Ce sont des investissements purement économiques, une volonté de s'implanter, de conquérir un certain nombre de ports stratégiques en Afrique. Et ça convient, semble-t-il, mieux à certains dirigeants africains d'avoir des deals qui soient au cas par cas, dans leurs propres intérêts économiques, sans aucune contrepartie politique. Donc les choses changent tout simplement. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron est assez maladroit dans ses déclarations. D'ailleurs, ça rappelle un peu celle qu'il avait eue à Mayotte sur ça se serait 1000 fois pire s'il n'y avait pas eu la France, etc. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un manque de considération psychologique vis-à-vis des populations, mais on ne peut pas simplement dire que c'est la France qui, malheureusement, n'est plus aussi bonne qu'en Afrique et qui perd une influence. Réellement, elle perd une influence, mais c'est aussi parce que c'est un choix stratégique, nouveau, différent d'un certain nombre de pays africains qui veulent ne plus dépendre dans une relation bilatérale justement de simplement d'un pays, la France, qui en plus est en perte de vitesse économiquement. Donc il y a des considérations extrêmement pragmatiques et des changements d'alliance, et ça sera sans doute accentué dans les années qui viennent, et on va sans doute, la France perdra encore un peu plus de poids en Afrique. Antoine.
Et c'est là où ça ne relève pas de la maladresse dans l'expression d'Emmanuel Macron. C'est que on sait, et par exemple, voilà, je voulais vous citer une phrase de l'entourage du chef de l'État que nous rapportons dans l'opinion et qui témoigne de ce que c'est véritablement une stratégie vis-à-vis du Sahel qui est assumée de la part d'Emmanuel Macron. L'entourage dit « Emmanuel a voulu marquer une franche rupture avec les pays du Sahel. Celle-ci ne peut se faire en douceur à partir du moment où les pouvoirs en place ont fait le choix du populisme et utilisent une rente mémorielle à l'égard de la France pour se faire adouber par leur population. La rente mémorielle comme outil de légitimation des pouvoirs en place, on y revient, comme avec l'Algérie, mais la réalité, c'est que sous ce discours qui est propagé depuis l'Élysée, il y a aussi un certain nombre de revers, y compris des pouvoirs sur lesquels Emmanuel Macron avait misé en Afrique de l'Ouest. Je pense notamment au président nigérien Mohamed Bazoum, qui a été renversé en juillet 2023 et qui n'a pas réussi à remettre en place, contrairement à ce qu'il l'aurait souhaité. Donc voilà, il y a cet habillage, cette volonté d'un point de vue diplomatique d'assumer la rupture, puisqu'elle est consommée autant l'acter dès le début de l'année 2025, mais enfin, ça témoigne aussi d'un pari perdu. C'est vrai, et vous citiez le cas du Niger, moi je vais citer le cas du Mali, souvenez-vous, de janvier 2013, on intervient justement pour stopper cette avancée des djihadistes, on met en place ce qu'on appelle un régime change, comme bien sûr avec toutes les différences, proportions, ce qui s'est passé en Irak avec les États-Unis, puisque là on n'a pas fait tomber un régime, on avait un régime failli qui avait du mal à lutter avec une progression terroriste. On a jugulé cette progression, on a éradiqué un certain nombre, pas tout à fait, mais de bastions djihadistes, on a organisé des élections, et moi je me souviens, j'avais un an plus tard accompagné le président Hollande pour la cérémonie d'intronisation dans un grand stade de Bamako du président Keïta. Et bien, que s'est-il passé ? Quelques années plus tard, la démocratie malienne, qui était saluée à l'époque comme une grande réussite, s'est effondrée. Il y a eu un coup d'État et comme au Niger, comme au Burkina Faso, nous avons été expulsés par un pouvoir, comme vous le disiez très bien, Antoine, populiste qui utilise le ressentiment anti-français. Donc voilà, on peut quand même considérer que c'est un véritable échec sur toute la ligne.